Je suis un pèlerin, plutôt simple randonneur. Harassé après une longue marche dans le froid d'un début de printemps pluvieux, je m'installe pour passer la nuit dans cette auberge isolée, sur les hauteurs de Margeride. Pour tuer le temps avant le repas, je descends au bar histoire de faire quelques rencontres. Sur un des murs, des images et des photos sont exposées. Promenant sans trop d'attention, un regard furtif sur ces présentations, mon errance est détournée par un livre qui semble très ancien. Posé sur un superbe meuble, l'ouvrage est recouvert d'une plaisante parure de cuir. Timidement, je l'ouvre et découvre un écrit sur la Lozère. Content de ma découverte, en le feuilletant, je vais m'asseoir sur une vieille chaise près de la cheminée. Mon attention se fige rapidement sur une carte au dessin rustique de ce département. Les écritures presque indéchiffrables me fatiguent un peu la vue. Cela, ajouté au crépitement du bois de hêtre dans la cheminée, plus la chaleur que renvoie cet âtre, et certainement la fatigue de ma longue marche me plonge dans le bien-être d'un assoupissement agréable. Me voici parti dans un voyage surprenant, où défilent une à une des cartes postales toutes plus remarquables les unes que les autres. C'est comme si je découvre la Lozère. Comme si ce simple recueil m'ouvre les portes de l'imaginaire et me dévoile ainsi cet admirable département appelé autrefois le Gévaudan. À chaque page, à chaque ligne, un décor s'éveille dans mon demi-sommeil. Dans ma Lozère que j'aime, viens donc faire un petit tour. En Aubrac la vie est belle et on y revient toujours. En Aubrac la vie est belle, c'est le pays de l'amour. J'aperçois l'Aubrac, Nasbinal, sa capitale, placée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa superbe église également, qui a depuis sa construction abrité des millions de pèlerins. Qu'il soit bleu, qu'il soit gris, ton ciel semble si... Je vois aussi, grâce peut-être à la page suivante, cette immensité peuplée de troupeaux de vaches aubrac qui broutent sans se soucier de moi cette tendre herbe verte. Où, depuis la nuit des temps, dès la belle saison au mois de mai jusqu'en octobre, des milliers de bovins aux yeux en amandes maquillés demeurent dans cette nature exceptionnelle que leur offre ces hauts plateaux basaltiques. Écarte les dévents qui cinglent tes bruyères. On se sent déchiré. Quelques vagabondages plus loin, me voici au pont des Petches, où les orgues de basalte formés par des prismes basaltiques pavent le fond des eaux en offrant un spectacle naturel des plus merveilleux. Les cloches des troupeaux sonnent Miredola. Aubrac, Aubrac. Les hommes que l'on trouve ont le calme de l'âme. Puis, le lac de Saint-Andéol apparaît, avec ses rives ensoleillées. De nombreuses étendues d'eau jonchent cette sinueuse route des lacs naturels d'origine volcanique, à proximité relative des uns des autres, et tous situés sur le bassin versant du Besse. Des croix d'Aubrac, d'Aubrac. Tout s'est enchaîné. Une derrière l'autre, les images toutes plus belles les unes que les autres me plongent dans ce passé et s'ouvrent sur l'histoire de la Lozère. Elle me donne rendez-vous au château de la Baume. Situé sur les contreforts de l'Aubrac en terre de Peyre, ce château s'inscrit dans une région appréciée pour son isolement et l'authenticité de ses paysages. Sur un panneau, je peux lire que la Baume est un château privé, classé monument historique. Il est l'un des plus hauts châteaux de France et il est habité toute l'année. La famille de Lascazes entretient et anime depuis un siècle et demi ce monument, participant ainsi activement au rayonnement d'un patrimoine historique et culturel qui lui tient à cœur. Outre le cadre exceptionnel dont il bénéficie, le château de la Baume constitue une des rares occasions de découvrir une histoire locale passionnante, celle d'une des baronnies les plus influentes du Gévaudan, dont la mémoire est ici conservée dans le cadre exceptionnel. Si tes filles ont prêté leur visage aux madones, c'est qu'elles ont dans leurs yeux Sur cette terre. Mon rêve,
où mon imaginaire m'amène quelques kilomètres plus au sud, où les loups du Gévaudan m'attendent comme pour un rendez-vous que je n'ai jamais donné. Ils sont situés à proximité du village de Sainte-Lucie. Ce parc est devenu un haut lieu incontournable pour les amateurs de nature. Ils découvrent, à l'occasion de leur visite, de nombreuses races venues des 4 coins d'Europe et en apprennent beaucoup sur leur façon de survivre en liberté. Des animaux magnifiques et il est difficile de croire toutes ces légendes horribles que l'homme leur a mis au fil des siècles sur le dos. C'était le temps, souvenez-vous, le temps des grives au loup. Ici les femmes se mariaient en blanc, de mère en fille on n'avait pas d'amant. La guerre pouvait brûler les blés, garder les hommes en pays étranger. Le temps passé sur les chagrins, on préparait les jours prochains avec l'amour au rendez-vous. On était bien chez nous, c'était le temps, souvenez-vous, le temps des grilles au loup. Mais le village à son tour a vieilli, tous ses enfants aujourd'hui sont partis. Mais où m'amène donc mon rêve? J'entends comme une réponse à ma question des voix lointaines et elle converse de Margeride. La Margeride, terre unique, surgit du sol avec prudence il y a 400 millions d'années. Elle offre plus de 200 000 hectares d'espace naturel dont la profondeur et les secrets se révèlent aux promeneurs attentifs dans une parfaite intimité. Écoutez, regardez, respirez profondément cette terre qui raconte son histoire comme une grande mer au coin du feu. L'histoire. Justement, parlons-en encore de cette histoire. Notre histoire, c'est aussi l'histoire d'Apcher. Apcher, la baronnie d'Apcher, anciennement Apchier. Située entre le Besse et la Truyère, elle a donné son nom à certains de ses villages, comme Saint-Chély-d'Apcher, devenue la plus grande ville de la baronnie. Le château était établi à l'ouest du département, à Apcher, commune de Prunière, dont la tour en est le vestige. Et où des fouilles réalisées chaque année permettent de mettre à jour les restes du château. Selon la légende, le nom viendrait du baron d'Apcher, le fils de la princesse de Hongrie, tenant une hache le jour où le roi le trouva. Tiens, le château de Saint-Alban. Lui aussi est dans mon livre. Il se trouve sur le chemin de la Via Pondiensis, l'un des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Admirez le portail d'entrée, construit en arkose rose rangé. Il possède un tympan portant un écu. Ancienne propriété des barons d'Apchier, puis des barons de Molette de Morangiès, il est depuis qu'Hilarion Tissot l'a racheté au dernier des Morangiès, alors ruiné en 1824, utilisé comme centre psychiatrique. Les bâtiments sont disposés autour d'une cour intérieure et chaque angle est marqué d'une tour ronde. La galerie des 3 étages est une des modifications datant du XVIIe siècle. Mais descendons à présent quelques marches vers l'église de Saint-Alban. Elle se situe en plein cœur du village, elle est de style roman auvergnat et date des environs du XIe siècle. Selon les spécialistes en architecture Mallet et Barbeau. Elle est parée d'un magnifique clocher à peigne. Mon imaginaire me fait remonter quelques kilomètres plus haut sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et m'ouvre les portes d'une petite église, celle de Saint-Roch. Ce sont les habitants de Lageau qui, en 1721, portèrent une requête devant l'évêque de Mende pour la construction d'une église. Le bâtiment a été construit à partir de 1732 avec les pierres de la chapelle de l'Hospitalet qui étaient délabrées. Placée, comme je vous le disais, sur le chemin de Saint-Jacques, elle s'ouvre sur la portion lozérienne.
Je découvre, lors de cette marche, que la Margeride offre des paysages magnifiques à ceux qui aiment le sport nature, de tout niveau d'ailleurs. De belles balades en vélo, par exemple, permettent de découvrir d'admirables petites routes et de traverser de merveilleux villages où il fait bon vivre. Des milliers de kilomètres de chemin mettent en contact direct avec la nature de ces extraordinaires montagnes. Morto in Spagna, io tampa di più, Amino Castagno. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Lucucut is mort in Africa, lo facentira l'incuno varico. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Peut-être emprunterez-vous un jour le pont d'Équerre, comme le faisaient autrefois les habitants de ce versant de Margeride pour se rendre à Saint-Chili-d'Apcher. La Busa Sucat, à côté Savatos. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Lucucut is pas mort, es vingut sur l'aubrac. Cantoro, en series in del drac. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Haspas intendut canta la cigalo, Haspas intendut canta Lucucut. Sur mon vieux livre, on ne parle pas du lac du Moulinet, pourtant des images m'apparaissent de cette attrayante réserve d'eau. Située à proximité de l'A75, elle se trouve à une altitude de 1075 mètres et recueille les eaux de la Crueize avant que celle-ci ne s'engouffre dans la vallée de l'Enfer. Ce lac est d'un caractère familial et paisible, de petite profondeur. Il est classé en première catégorie. Il abrite des populations de truites arc-en-ciel, farios, des brochets, des perches, des tanches. Mais n'oubliez surtout pas que pique-nique et farniente, et tout autre sport reposant bien entendu, sont ici recommandés. Je ne sais pourquoi, soudainement, mon rêve me ramène du côté d'Apcher. Peut-être une page sautée. Cela d'ailleurs aurait été dommage de ne pas admirer ce petit village de Prunières dont le clocher mur à 3 baies est le plus ancien connu en France. Cette petite localité du Gévaudan est située à plus de 1000 mètres d'altitude. Et son église romane, Saint-Capré, a été construite au XIIe siècle par des moines. Elle est caractérisée par une nef à 4 travées voûtée en berceau et une abside en cul-de-four. Des peintures du XVIIe siècle sont également réalisées dans le chœur. Oye, oye,
Une page de mon livre s'est ouverte sur la perle de la vallée. Mais c'est tout un livre qu'il faudrait y consacrer. La perle de la vallée. C'est beau comme surnom. C'est ainsi que l'on nommait autrefois le bourg médiéval du Malzieu. Posé sur les rives de la Truyère au cœur du légendaire pays du Gévaudan, c'est avec la construction d'un oppidum romain, abri de défense, en aplomb de la ville que commence l'histoire du Malzieu. Les Gabales, habitants de ce qui deviendra par la suite le Gévaudan, s'installèrent autour de la villa Malzieu, construite en contrebas, et le nom définitif sera attribué à la Révolution, le Malzieu. Au fil du temps, le village prit de l'importance jusqu'à devenir au XIe siècle une dépendance du duché de Mercœur, famille très importante du Gévaudan et de l'Auvergne. Elle fit du Malzieu une des places fortes de la région. Du XIe au XIIIe siècle, on érigea les puissantes murailles aux tours impressionnantes et les châteaux de la cité et de ses environs. Aujourd'hui, outre les remparts et quelques tours, on peut encore observer la porte haute, l'une des 3 entrées de la cité et les vestiges du fort antique. La ville se para par la suite de ses monuments, de ses places, des rues à caractère encore préservé. Le Malzieu fut également au centre de l'histoire de la baie du Gévaudan. Et aujourd'hui, c'est un gros village tranquille qui vit au rythme des saisons. C'est un lieu de villégiature important en Haute-Lozère. Fit alors perdre courage à bien des braves gens, à bien des braves gens. Au cours d'une battue, on crut bien tout à coup qu'on l'avait abattu, mais ce n'était qu'un loup. Quelques mots, une phrase, une page tournée suffit à me transporter sur les hauteurs du pays à Sainte-Laly. Que de granit, que de travail, que de temps passé à besogner la pierre pour en faire ces chefs-d'œuvre qui font le charme de nos bourgs. Ce petit village au charme montagnard présente aux visiteurs le traversant son église, son clocher en peigne, ses croix sculptées dans le granit. Tous ces monuments montrent une fois de plus la rudesse du temps et l'adresse des gens de ce pays dotés de talent et de courage. C'est le passage obligé pour se rendre sur le site des Bisons de Margeride. Sur mon cahier, aux pages fragiles, j'ai beau tourner les feuilles, je ne trouve rien sur les bisons d'Europe. Ils ont pourtant apparu il y a 10 000 ans, puis ils ont disparu en France, il y a à peu près 1500 ans. Mais je les aperçois là, dans les pages de mon imaginaire, ces bisons que les Polonais du parc national de Białowieża ont offerts à la Margeride. 35 spécimens, ils ont trouvé dans cet espace les conditions nécessaires à leur acclimatation. 200 hectares de forêt et de landes offrent à ces mammifères un cadre idéal. Ils vivent en semi-liberté dans l'un des plus beaux parcs de loisirs de France à Sainte-Laly, où l'on tente de préserver cette espèce ancestrale. Les visiteurs peuvent approcher les bisons en calèche ou en traîneau l'hiver, tout en préservant la tranquillité de ces derniers. Que de belles images rajoutées à mon vieux bouquin. C'est les bruyères et dans les feux du couchant, je te vois, ma noble terre, danser dans le vent. Margeride, Margeride, ton ami, c'est lui le vent, qui musarde et s'attarde, et passante caressant. Par contre, on y parle d'un site au-delà du réel, le Bau de l'Estival. Dans ce chaos granitique bien connu des pêcheurs, une balade pleine de découvertes m'attend. Entre ces énormes roches, la Truyère a creusé tant bien que mal son lit. Écrasant son torrent contre les pierres, elle glisse s'y cachant dessous, puis ressort, sautant de cascades en cascades pour reprendre son cours tranquille au-dessous du village de l'Estival. Les arbres dénudés frissonnent, le soir d'été s'est enfui, il pleure le vent d'automne, des larmes de pluie. Il déchire les bruyères, cingle les bois et les champs, et je vois pleurer. C'est aussi cela, la Margeride.
de magnifiques paysages, des rivières où coule une Olympe, des balades aux images variées. Fabuleux cortège d'étranges cavaliers blancs, mille tourbillons de neige s'enfuient sous le vent. C'est le vent des solitudes qui des froids plateaux descend, et je sens ma terre rude trembler sous le vent. Margeride, Margeride, de folie ait pris le vent. Comme par magie, en tournant simplement la page, je suis dans les rues de Langogne. Le petit tour de ville, malgré bien des maladresses, conserve encore le souvenir du passé. Plusieurs maisons présentent un détail architectural intéressant. Lieu de passage entre Vivarais et Velay, et sud de la France, Langogne sort de ses remparts au XVIIIe siècle. En 1743, Don Ambroise de Fleury, prieur de la ville, fait construire la halle avec ses 14 piliers, une des plus grandes conservées en France. Un golfe en Lozère. Celui qui à l'époque a écrit mon livre ne l'aurait certainement pas imaginé, pas plus que le lac de Nossac d'ailleurs, qui est pourtant rentré dans l'histoire de Langogne il y a quelques décennies seulement. De nombreuses criques permettent aux plaisanciers, aux randonneurs, de bénéficier de décors surprenants dans cette région. Resteront gravés à jamais. C'est un peu comme une dédicace rendue simplement au passé. Si je devais refaire ma vie, je peux d'avance le prédire. Tu seras toujours ma patrie. Ce soir, je suis fière de le dire. Le lac est né grâce au barrage de Nossac, construit dans le but de réguler les cours de la Loire en été, afin d'approvisionner en eau les centrales nucléaires situées en aval. Il s'agissait également d'irriguer la plaine de Limagne. Cette vaste étendue abrite un village englouti par les eaux. Aujourd'hui, le lac de Nossac est une immense étendue navigable, paradis des pêcheurs. Il bénéficie d'une excellente réputation en raison de la fréquence du vent, même en été. De ce fait, très prisé par les amateurs de sport aquatique, le lac a une surface de 1080 hectares environ, ce qui fait à peu près 1500 terrains de football. 2 bases nautiques, location, stage et cours, un club nautique qui organise des régates de mai à septembre et une maison de la pêche. Les images se mélangent et me promènent de site en site pour m'entraîner cette fois en pays cévenol. Quelques kilomètres au sud, et me voici arrivé à Villefort. Villefort, à l'entrée des gorges de l'Altier. C'est un calme centre de villégiature des Cévennes, village natal d'Odilon Barrault, homme d'État et publiciste. Commune en expansion, ville, marché au contact des Cévennes, de ces Cévennes schisteuses, du mont Lozère, des hauts plateaux granitiques du pays vosgien calcaire. Son patrimoine culturel est très riche. Porte du parc national des Cévennes, Villefort est un village accueillant, classé station verte de vacances. La réputation dont il jouit auprès des villégiateurs tient à son climat tempéré, à l'air vivifiant et à l'eau du pays des sources, ainsi qu'aux frais ombrages de ses places. C'est le séjour idéal de ceux qui fuient les chaleurs caniculaires, mais qui veulent quand même bénéficier de l'ensoleillement méditerranéen. Grâce à eux, nous est inconnu. Encore un barrage, me direz-vous.
La création d'un barrage et l'aménagement des rives du lac permettent la pratique de nombreux sports là aussi. Ce plan d'eau de 137 hectares est dû à une retenue artificielle du barrage de Villefort. Sa construction a commencé en 1956 et la mise en eau a eu lieu en 1964. À 3,5 km à l'ouest, en remontant la haute vallée de l'Altier, le château de Castanet nous apparaît. Construit à la fin du XVIe siècle, le château sera utilisé pendant 2 siècles par la famille Isarn, puis vendu à la Révolution comme bien national. Il sera sauvé des eaux dans les années 60, au moment de la construction du barrage EDF, grâce à son inscription à l'inventaire des monuments historiques. Les châteaux semblent des couronnes sur ton front dressé par les cieux. Dressé par les cieux. Et les prés t'environnent. Mais revenons au lac du Villefort. Une magnifique plage au sable doux offre aux enfants comme aux adultes la possibilité de se baigner dans une eau tempérée. Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août. Un sentier a été aménagé pour faire le tour du lac, côté est, vers la plage. Le chemin est large et permet une promenade familiale. Côté ouest, le sentier devient plus naturel et vous permet de faire une boucle à travers les châtaigniers. Il permet aux pêcheurs de s'adonner à leur sport favori grâce à la maison de la pêche située sur les bords du lac. À 8 km de Villefort, en direction de la Bastide, le parcours de golf de la gare de Guéret vous offrira de bons moments de détente, situé à proximité des gorges du Chassezac et d'un superbe village fortifié. Ce parcours fut le premier aménagé en Lozère. Il est ouvert depuis 1986 près des gorges du Chassezac. Ce golf paysager ressemble à certains golfs écossais. Vous pourrez apprécier au fil du parcours de 9 trous un panorama unique qui s'ouvre sur les paysages lozériens. Ce cadre exceptionnel vous permettra de mêler le plaisir du jeu au plaisir des yeux, avec le Mont Ventoux à l'horizon. Voici que l'histoire revient. Elle revient par le chemin médiéval. C'est par la voie Rigordane que nous nous rendons à la gare de Guéret, une autre cité médiévale lozérienne. Avant d'arriver, une halte aux fontaines du village, un endroit ombragé qui incite au repos. C'est là que les habitants venaient faire boire leurs animaux. Située dans le sud du département de la Lozère, à la porte des Cévennes, à presque 900 mètres d'altitude, la gare de Guéret est une petite cité médiévale du XIIe siècle qui bénéficie d'une situation exceptionnelle. La gare de Guéret borde également la voie Rigordane, qui était à la fois voie de communication, de commerce et chemin de foi pour les pèlerins de Saint-Gilles-du-Gard. Les vieilles pierres de ce village fortifié témoignent d'une histoire riche en événements que vous découvrirez en flânant dans les petites rues pavées. Elle domine d'un côté les impressionnantes gorges du Chassezac, ou gorge de l'Enfer avec ses 400 mètres de dénivelé, et de l'autre le torrent de l'Altier. Entouré au nord des montagnes ardéchoises, du Vivarais, au sud-ouest du Mont Lozère et au sud-est du Montégois, du Ventoux et du littoral méditerranéen, le village jouait d'un magnifique panorama.
L'église du village, ancienne chapelle du château, bien restaurée, est considérée comme un bijou d'architecture romane. Mais voyons voir un peu que dit mon livre sur les Cévennes. À l'origine, le terme géographique Cévennes fut employé pour désigner toute la bordure sud-ouest, sud, sud-est, est du Massif central. Aujourd'hui, et au sens strict, définition retenue par le célèbre explorateur et spéléologue Martel, la région Cévennes, essentiellement constituée de massifs schisteux et granitiques, est attribuée à la partie comprise entre le massif du Mont Lozère au nord et le massif du Montégoal au sud-ouest. Le parc national des Cévennes est d'ailleurs situé en Lozère pour sa majeure partie. Le point culminant est le mont Lozère au pic de Finiel, 1699 mètres. Et un des points les plus remarquables est le Montégoal à 1567 mètres, à la limite du Gard et de la Lozère. Il s'agit d'une chaîne de basses et moyennes montagnes formée de nombreuses vallées encaissées. Dans le temps, personne ne se serait déplacé pour venir voir la cascade de Rune. D'abord, son accès était pratiquement impossible, ensuite les gens des Cévennes n'avaient pas de temps à perdre. C'est sur le mont Lozère qu'elle se trouve, cette petite merveille géologique, qui se mérite d'ailleurs autant pour descendre à ses pieds que pour en repartir. La pente est bien raide, comptez un bon quart d'heure dans les deux sens, 3 étages et 58 mètres de haut, dit-on. Jean-Pierre Chabrol disait d'elle, assez d'eau pour un paradis sur terre, mais là-haut, il n'y a pas de terre. À pied, à cheval ou à dos d'âne, le chemin de Stevenson nous amène dans la vallée du Tarn où vous allez pouvoir découvrir la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Bédouès. Fortifiée, elle a été construite au XIVe siècle à l'instigation du pape Urbain V afin d'accueillir le tombeau de ses parents en 1363. Le paysage superbe dominant la Champ des Bondeaux comprend des excentricités naturelles. Les Chines d'Az et les Puèges des Bondeaux, 2 buttes coniques de marne noire. Quelques images plus loin, nous voici à Florac. Cette petite cité est l'unique sous-préfecture de la Lozère. Elle compte 2000 habitants, mais sa population triple en période estivale. Florac est la capitale du parc national des Cévennes, dont le siège se trouve au château. Même à pied, on peut au départ de Florac contempler des paysages très différents, comme ici la haute vallée du Tarn. En remontant le Tarn, je passe par le pont de Montvert, un village de pierre entre Cévennes et Mont-Lozère. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé au cœur du parc national des Cévennes, il est aussi sur le chemin de Stevenson. La transhumance, on en parle sur mon livre de ces troupeaux venant du sud de la France pour passer l'été sur le mont Lozère. C'est à Laubaré, sur le versant sud,
que j'entrevois ces milliers de brebis transhumantes venues comme dans le temps par des drailles creusées au fil des ans par les troupeaux. Le mont Lozère. Ce mont qui donna son nom à notre département, ou bien que mon imaginaire s'y arrête quelques instants. Point culminant du parc national des Cévennes, longue échine granitique aux formes harmonieuses, le mont Lozère partage son nom avec le département. Creuset de la guerre des Camisards, terre d'exil des chevaliers de l'ordre de Malte, cette terre fut le témoin de grandes pages de l'histoire. Monsieur venant à passer, voulut m'en rendre 30. Un bon monsieur venant à passer, voulut m'en rendre 30. Mais vagabonder sur le mont Lozère sans voir le Tarn, au plus près de sa source, ne serait pas une authentique balade. Le Tarn, l'une des dernières rivières sauvages françaises qui prend sa source sur ce plateau granitique du mont Lozère. À l'endroit où il est encore qu'une petite rivière de montagne, un admirable pont en granit l'enjambe, le pont du Tarn. Premier ouvrage d'art sur le Tarn. Ce pont, situé dans le parc national des Cévennes et sur la draille du Languedoc, est la destination de belles balades vers les sources du Tarn. Il est très connu des randonneurs et des pêcheurs. Ce pont a marqué la tradition populaire qui le qualifie de pont romain, mais son bel appareillage de pierre et son dessin harmonieux n'attestent pas de son antiquité. Car bien que situé sur un itinéraire antique, le pont du Tarn est médiéval. Des documents d'archives confirment son origine médiévale et sa technique de construction est caractéristique des ponts du Moyen-Âge. Le pont est surhaussé sur 3 arches en plein cintre et sa chaussée est plate et étroite. Cette technique de construction permettait aux ponts médiévaux de résister aux crues engendrées par les orages d'automne. Aujourd'hui, des problèmes architecturaux graves ont été constatés auxquels il a fallu remédier sans tarder. Au pont du Tarn, j'aperçois au loin une grande bâtisse isolée dans cette immense montagne. Ne serait-ce pas Mascamargue? Traversons-le ce Tarn en franchissant un autre petit pont de granit qui nous permet d'y arriver. Mascamargue, cet ensemble bâti de taille et de fractures exceptionnelles, mentionné dès le XVe siècle, abrite un centre d'information saisonnier du parc national des Cévennes. Point de départ d'un sentier de découverte, on y découvre tour à tour pâturages, landes, forêts, tourbières, pelouses d'altitude fréquentées par les transhumains et le Tarn dont la source est proche. Sur ma vieille feuille de papier jauni, j'aperçois les gorges du Tarn. Je suis donc descendu des sources, il est temps de m'asseoir quelques instants sur cette corniche au-dessus de Quézac. Quel point de vue, que d'espace et de beauté. Je comprends la passion des gens pour cette autre partie de la Lozère, les gorges du Tarn. Et là, regardez ce haut lieu touristique situé dans un méandre des gorges du Tarn, Saint-Énimie. Il est classé plus beau village de France. Carrefour routier des gorges et des Cosses, fondé dès l'époque gallo-romaine, le village se nomme Burlatis.
Le haut Moyen-Âge voit l'arrivée de la princesse Mimi, qui fonde le monastère. Au VIe siècle, le village est rebaptisé en son nom. Ami, toi qui rêvais de ces profonds silences, des charmes incontestés, d'une tendre insolence. Ami, toi qui rêvais. En suivant la rivière, j'arrive à Saint-Chély-du-Tarn. Ce village se situe sur la rive gauche. Un élégant pont du XXe siècle permet d'y découvrir son site, son église, ses sources, la chapelle de Sénaré. Ce cadre grandiose m'invite à y séjourner. Découvrir les gorges du Tarn, c'est un voyage enchanteur de près de 80 km entre Florac et Millau. Coincé entre le Causse de Sauveterre et le Causse Méjean, la surprise est présente à chaque instant, à chaque virage. Chante donc mon pays, chante donc la Lozère, c'est le souffle de vie dont la France est si fière. Et cette belle image des bateliers, la voilà qui apparaît dans mon livre. Ils sont là, dans leur embarcation à fond plat. Ils vous guident au cœur des gorges du Tarn, sur 8 km du village de la Malène au cirque des Cômes. Balcon du Causse Méjean, le panorama du roc des Ourtous surplombe de 500 mètres la partie la plus étroite des gorges du Tarn. Un belvédère sur les gorges où la vue embrasse toute une section grandiose des gorges du hameau de Lange au cirque des Baumes. De ces rumeurs de vagues au bout de l'océan, je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Revenons au village de la Malène. Constitue l'un des principaux points de passage entre les Causses Méjean et le Causse de Sauveterre. Ce village a connu des heures très difficiles au cours de son histoire. Dans le soir d'une chambre anonyme, je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance.
de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ces images ensoleillées m'invitent à sauter sur le cosse d'en face, celui du Sauveterre. Là, je me rends au point sublime. En bordure des corniches, c'est un autre point de vue panoramique sur les gorges du Tarn, à 870 mètres d'altitude et à l'aplomb du Cirque des Baumes. J'ai donc à mes pieds le Cirque des Baumes et les méandres du Tarn, et sur l'autre versant les falaises du Cosméjean. Sur mon vieil opuscule, il est dit que les habitants des gorges du Tarn ou de la Jonne se sont regroupés en villages au fil des siècles, et l'habitat isolé est resté rare. Rassemblés sur les points de passage des draps de transhumance ou sur les voies traditionnelles de circulation, les villages fleurissent dans les lieux privilégiés, situés le plus souvent sur le versant au soleil. Ils sont bâtis autour d'un pont que les crues ont maintes fois emporté dans leur histoire, d'un ancien moulin ou parfois d'un château. Tout devient sombre. Pas étonnant.
Je descends dans l'abîme de Bramabio. En s'y rendant, on n'a pas vraiment l'impression de quitter la Lozère. Au cœur du massif de l'Égoal, en plein cœur du parc national des Cévennes, la rivière du bonheur naît à l'air libre. Au contact avec le calcaire, elle va s'engouffrer sous le corse de Camprieux pour rejaillir 800 mètres plus loin. Nous revenons en Lozère, sur un autre site, un des plus renommés de France, le belvédère des vautours. Cette fois, c'est la faune sauvage qui s'invite à ma balade. Au cœur des gorges de la Jonte, le belvédère des vautours. Ce n'est pas un parc, mais un lieu exceptionnel de découverte et d'observation des vautours sauvages qui colonisent les hautes falaises en calcaire. Une première partie de la visite se déroule dans l'espace muséographique très complet dédié aux vautours. Découvrir l'animal et la vie en colonie, la disparition des vautours en 1940 et la réintroduction dans les gorges de la Jonte. Ce pays est aussi surprenant à la surface que dans son sous-sol. Et tournant les pages une après l'autre, je descends dans la grotte de Dargilan. La grotte de Dargilan, surnommée la grotte rose, elle est par contre située en Lozère à proximité de Merhues. Découverte à la fin de l'automne 1880 par Sahuquet, un jeune berger alors à la poursuite d'un renard, il fallut attendre 1888 pour que le spéologue Édouard Alfred Martel en fasse une exploration complète. Encore en activité, la grotte de Dargilan est remarquable par la variété des concrétions qu'elle renferme. Outre les classiques stalactites et stalagmites, 2 colonnes âgées de 500 000 ans disputent la vedette à une paroi de 200 mètres de long et 18 mètres de hauteur. Unique en Europe et peut-être au monde, entièrement recouverte de draperies. Au plafond de la salle supérieure, marquée par un effondrement vieux de 35 000 ans, pendent de multitubes fistuleuses ou macaronis, concrétions tubulaires qui précèdent la naissance des stalactites. Plusieurs salles inférieures suivent l'ancien cours d'une rivière qui se trouve actuellement à 120 mètres au-dessous de la grotte et se jette ensuite dans la Jonte. L'eau s'y accumule encore dans les gourds, peu profonds, avant de rejoindre par infiltration le cours actuel de la rivière. Remarquable, Dargilan est aussi par ses couleurs, l'oxyde de fer, la teinte ici en rose. Plus loin, dans un brun soutenu, l'oxyde de manganèse mêle ce gris à des couleurs chaudes. On peut voir aussi divers ocres ou du blanc. C'est immense, superbe, magnifique, une vraie forêt de pierres, c'est splendide. C'est par ces mots que Louis Armand décrivit à Édouard Alfred Martel son émerveillement en découvrant en 1897 sur le Cosméjean la veine qui allait porter son nom. Bienvenue donc dans le monde féerique de l'Avenarmand, un spectacle grandiose, mis en valeur par un jeu de lumière que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Découvert sur le Cosméjean le 17 septembre 1897 par Louis Armand, ce site merveilleux a ouvert ses portes au public depuis le 11 juin 1927. 110 ans après sa découverte, l'Avenarmand demeure une incroyable expérience des profondeurs. Et si les échelles de corde des pionniers ont laissé place à un moderne funiculaire pour pénétrer 50 mètres sous le sous-sol du COS, l'émotion est au bout du tunnel. Elle continue de jouer à plein lorsque l'on parvient à cette gigantesque caverne où pourrait tenir Notre-Dame. Mais ce n'est pas la taille qui transmet l'émotion. C'est bien cette forêt de 400 stalagmites donnant toujours l'impression de désespérément rechercher le contact avec leur alter ego, pendant au-dessus d'eux, les stalactites. Dans cette forêt de dentelles de pierres construites goutte à goutte durant des millions d'années, la grande stalagmite avec près de 30 mètres de haut décroche un record mondial.
refermer le livre comme pour m'offrir un dernier cadeau, comme pour me prouver que la beauté de la Lozère s'étend bien au-delà des frontières. Il me permet de survoler le Cosse Noir, chez nos voisins aveyronnais, et de faire quelque part Montpellier-le-Vieux. C'est un chaos rocheux, uniforme, bordé au sud par les gorges de la Dourbie, situé au nord-est de Millau, assez près du célèbre viaduc sur la commune de Roque-Sainte-Marguerite. La roche est de la dolomite. Le chaos couvre 120 hectares. L'imagination des visiteurs voit dans les roches des similitudes avec des fortifications en ruine et leur donne des noms. Chacun veut se faire photographier sous la porte de Mycène, la grande arche de pierre. Les bergers l'appelèrent le Claplace Biel, le vieux tas de pierre en occitan. Il devint Montpellier-le-Vieux lorsqu'Édouard Martel l'explora en 1883-84, car le Claplace est le surnom familier que les Montpelliérains donnent à leur cité par référence à son vieux centre de pierre calcaire. C'est dans le chaos de Montpellier-le-Vieux que Gérard Houry a tourné la fameuse scène de la Grande Vadrouille, où Louis de Funès monte sur le dos de Bourville. Alors qu'ils sont déguisés en soldats allemands, on reconnaît facilement la porte de Mycène, sous laquelle passe la patrouille allemande. Une promenade pédestre dans un univers insolite de rochers aux formes étranges, voilà ce qu'offre aux visiteurs le chaos de Montpellier-le-Vieux. Ici, l'eau, le vent ont sculpté dans la pierre grise du Cosse Noir une fantastique cité qui sert d'écrin à une flore délicate dont les senteurs varient à l'infini suivant les saisons et l'heure. Monsieur, votre repas est servi. Merci. C'est aussi joli que ça, la Lozère? Oh, et vous n'avez pas tout vu encore.